Il ne faut pas longtemps aux auditeurs de qualité pour réaliser que deux entreprises ne sont jamais identiques, que deux installations ne sont jamais les mêmes, même au sein de la même entreprise, et que deux processus ne sont jamais similaires, ni ne produisent le même produit. Cela pose un problème pour l'auditeur car, bien qu'un bon audit soit un audit structuré, une approche trop rigide de la structure peut conduire à négliger un problème significatif ou des problèmes. Dès le départ, l'auditeur doit reconnaître que l'équité et l'importance ne peuvent pas être sacrifiées juste pour la cohérence ou l'uniformité. Il se peut que vous soyez personnellement chargé d'auditer l'ensemble de l'organisation ou que vous soyez un spécialiste qui examinera des domaines d'activité individuels. La classe de maître MVI sur les BPF et l'audit de qualité comprend des modules couvrant des domaines d'activité spécifiques. Cependant, certaines choses s'appliquent quelle que soit la section examinée. Commencez par vous familiariser avec l'agencement en examinant un plan du sol de l'établissement à auditer. Ensuite, demandez à votre hôte de parler des questions de personnel et des flux de matériaux. Pour évaluer ceci, vous devez savoir quelque chose sur le processus. Incidentellement, examinez la norme de nettoyage dans diverses installations de toilettes et de salles de repos. Attribuez une note sur 10, puis comparez-la avec votre évaluation de l'ensemble lorsque vous partez. D'accord. Maintenant, soyons spécifiques. En termes généraux, la qualité est presque impossible à définir. C'est quelque chose à voir avec les biens et services qui ont un ou plusieurs attributs que nous apprécions. Nous reconnaissons tous la qualité quand nous la voyons et nous savons certainement quand elle manque. Dans les industries de fabrication de matériel médical du XXIe siècle, il existe plusieurs caractéristiques qui contribuent à la qualité, et elles sont directement associées au médicament ou à l'appareil lui-même, spécifiquement en termes d'efficacité et de sécurité. L'un des objectifs des agences de réglementation des médicaments comme la FDA et l'EMEA est de juger ces attributs au nom du public avant que les produits ne soient commercialisés. Ensuite, il y a les autres considérations de qualité comme le produit a-t-il été fabriqué avec les bons ingrédients? A-t-il été fait à la bonne force? Est-ce exemple de contamination physique, chimique ou microbiologique? Une simple question de qualité est, est-ce que le produit correspond à ce qui est décrit sur son emballage et ses étiquettes? Ce qui nous amène aux questions, les étiquettes et l'emballage contiennent-ils les informations correctes sur le produit, telles que la posologie, les dates d'expiration et les contre-indications? Ce qui est clair, c'est que de tels attributs sont pratiquement impossibles à juger pour le patient. En pratique, ils sont jugés par les organismes de régulation à travers des systèmes de licence et d'inspection. En septembre 2006, la FDA a publié ses orientations tant attendues sur les systèmes de qualité, qui sont basés sur la philosophie d'intégrer la qualité dans le produit plutôt que de compter sur les tests de produits pour garantir la qualité. La nouvelle orientation est conforme et complémentaire aux réglementations CGMP existantes. La FDA a adopté un modèle d'inspection en 6 systèmes auquel son personnel est actuellement censé se conformer, qui diffère mais n'est pas incompatible avec le système de qualité lui-même, qui contient 5 systèmes de fabrication fonctionnels séparés mais intégrés, commençant par le système de production, les systèmes d'installation et d'équipement, le système d'emballage et d'étiquetage, le système de matériaux et le système de contrôle en laboratoire. Au sein de chacun de ces systèmes distincts, 4 facteurs principaux ont un impact sur la qualité, au premier rang desquels se trouve la responsabilité de la direction à fournir un leadership dans toutes les questions relatives à la qualité. Ensuite, il y a les ressources, physiques et humaines, pour garantir qu'elles sont fournies en profondeur suffisante pour répondre aux exigences. Ensuite, les opérations de fabrication, le domaine pour lequel le CGMP a été conçu. Et enfin, l'évaluation, où le document d'orientation de la FDA met en évidence 6 domaines d'intérêt particulier, y compris l'analyse des tendances, l'audit interne,
la gestion des risques, l'action corrective, les actions préventives et la promotion de l'amélioration constante. Ces systèmes sont basés sur les informations fournies par les fabricants et sur des contrôles ponctuels occasionnels. À long terme, la réalisation de ces attributs de qualité dépend d'un système d'honneur de fabrication éthique dans l'industrie basé sur des spécifications de produits et de processus, des processus validés, des instruments calibrés, un équipement bien entretenu et du personnel discipliné et bien formé. Cependant, la qualité de produits aussi critique que les médicaments ne peut pas être uniquement soumise à l'honneur et à des inspections réglementaires périodiques. Il doit y avoir des contrôles et des équilibres au sein de l'industrie pour s'assurer que tout se passe comme prévu, pour produire des produits adaptés à leur usage prévu. En fait, cette aptitude à l'usage prévu est l'une des définitions les plus simples et les plus largement acceptées de la qualité. Le système d'honneur que nous venons de décrire, ainsi que ses contrôles et équilibres, fournissent ensemble la base d'un système de qualité. C'est une bonne pratique de fabrication d'avoir un système de qualité. Ne pas avoir un système de qualité, c'est ne pas avoir de bonnes pratiques de fabrication. L'industrie dépend des systèmes de qualité, et un système bien géré offre un haut niveau d'assurance que le produit sera conforme à ses spécifications. Cela doit être parce que dans la plupart des cas, la quantité réelle de produits qui sont échantillonnés et testés dans les laboratoires de chaque entreprise est statistiquement si insignifiante qu'elle ne peut garantir la conformité avec la spécification. Un système de qualité bien géré est complet et commence par des processus qui se déroulent tôt dans la chaîne d'approvisionnement, comme la fabrication de matières premières et de matériaux d'emballage bien avant la fabrication réelle des produits pharmaceutiques finis. Le système de qualité se termine également bien après la sortie du produit grâce aux tests de stabilité et à la gestion des plaintes. Ce système de qualité bien géré conduit à moins de rejets de produits finis et moins de plaintes. Les entreprises de fabrication pharmaceutique n'opèrent pas ces systèmes de qualité pour des raisons purement altruistes. Ils apportent également des avantages économiques positifs. Les avantages sous forme de réduction des pertes économiques ou des coûts sont les plus remarquables lorsque les problèmes sont détectés le plus tôt possible dans la chaîne de processus. C'est parce que les matières premières ont un coût. Ce coût augmente grâce à la valeur ajoutée à chaque processus de manipulation supplémentaire. Une fois qu'ils sont combinés avec d'autres matériaux en utilisant du travail et de l'énergie, plus de valeur est ajoutée et à chaque fois, la valeur de la perte potentielle devient plus grande. C'est là que l'audit, une partie des contrôles et équilibres du système de qualité, entre en jeu. Dans certaines entreprises, l'audit est perçu comme un coût indirect tout à fait simple. C'est en fait un processus contributif pour garantir que les produits sont conformes à leurs spécifications et sont donc conformes aux agences réglementaires. En outre, en veillant à ce que les produits soient adaptés à leur objectif prévu, ils peuvent et garantissent que l'entreprise évite les coûts issus des déchets, rejets et rappels de produits. Le but d'un audit est d'examiner, d'inspecter et d'enquêter systématiquement sur un groupe d'activités pour déterminer s'ils respectent les spécifications, les procédures, les revendications ou les contrats qui leur sont exigés. Il existe plusieurs types d'audits de qualité, y compris l'audit de première partie ou l'auto-audit qui est effectué par la propre organisation interne de la qualité de l'entreprise sur les activités qui les intéressent. Ces derniers ne doivent pas être confondus avec les auto-inspections qui sont normalement menées par le personnel départemental de leur propre unité fonctionnelle. Ensuite, il y a les audits de deuxième partie, généralement effectués par une entreprise sur un fournisseur, pour approuver ou confirmer les arrangements contractuels. Ces audits sont souvent appelés audits de fournisseurs et sont considérés comme des inspections de fournisseurs ou de sous-traitants. En fait, les audits de la deuxième partie peuvent également décrire ceux effectués au sein des entreprises par des groupes de qualité d'entreprise. Les audits de tiers sont ceux effectués par un organisme indépendant tel qu'une agence régulatrice, un cabinet de conseil,
ou par un registraire de qualité pour la qualification ISO 9000. L'objectif d'un audit peut être compliqué s'il y a plus d'un client. Le client direct pour un audit est le propriétaire de l'activité ou des activités examinées. Parce qu'un audit est une vérification ou un équilibre de l'efficacité avec laquelle quelque chose se conforme à l'exigence, son résultat concentre le propriétaire sur ces zones qui peuvent nécessiter une amélioration. Le client indirect est la direction générale car elle s'attend à ce que l'audit informe, rapporte et surveille la conformité avec les arrangements contractuels. Les auditeurs doivent toujours être conscients de ces exigences parfois contradictoires, en particulier lorsqu'au cours d'un audit, l'entreprise auditée prend des mesures correctives immédiates dans le but de faire rayer ces éléments du rapport. Bien sûr, cela sert à améliorer les choses, mais cela ne rend pas correctement compte et n'informe pas adéquatement le client d'entreprise sur l'état des choses avant que l'audit n'ait lieu. Indépendamment du type d'audit ou des complications concernant les clients qui peuvent fausser la perspective des auditeurs d'une occasion à l'autre, les principes d'audit pour la qualité restent les mêmes tout au long. Un audit correctement mené au sein d'un programme d'audit continu devrait conduire à une amélioration des performances, tant en termes de perception subjective de la qualité, mais aussi en termes économiques car l'audit peut évaluer ou comparer l'efficacité du système de qualité à des moments précis. De plus, l'audit peut identifier des activités particulièrement performantes qui pourraient être appliquées à d'autres domaines, conduisant ainsi à une amélioration globale. Alternativement, les audits peuvent identifier des domaines de préoccupation qui pourraient entraîner de graves problèmes de qualité ou des améliorations sont essentielles. En fin de compte, un audit fournit un rapport publié de non-conformité, ce qui les rend visibles pour la direction. C'est souvent un moteur puissant pour une amélioration rapide dans des domaines où, par exemple, les dépenses en capital peuvent être en retard depuis longtemps. L'auditeur cherche à savoir si des systèmes de qualité formels sont en place. Pour savoir si les activités auditées sont conformes aux exigences réglementaires ou contractuelles, pour savoir si et comment le personnel respecte ses obligations au sein du système de qualité, pour savoir si les clients ou les utilisateurs finaux risquent d'être exposés à des risques excessifs. En fait, pour protéger les intérêts à la fois de l'entreprise cliente et du public en général. L'auditeur est un représentant de son entreprise, souvent du département de qualité de cette entreprise. Lors de la réalisation d'un audit de fournisseur, l'auditeur est susceptible d'être l'un des très rares ou peut-être même le seul représentant de leur client que le personnel de fabrication rencontre jamais. Avec ce rôle d'ambassadeur à l'esprit, l'auditeur devrait montrer une série de caractéristiques positives qui renforcent l'image de qualité ou la réputation de son organisation. L'auditeur doit être poli et bien élevé, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il ou elle doit être parfaitement familier avec toutes les subtilités des codes de courtoisie des différents pays et sociétés. L'auditeur doit toujours être ponctuel et c'est une courtoisie de base d'arriver sur place à l'heure convenue et d'entreprendre l'audit pendant la journée de travail de l'entreprise auditée. Il est impoli, sans préavis, d'étudier les disciplines du travail par roulement en revenant sur le site tard dans la nuit ou tôt le matin. L'auditeur doit adopter le code vestimentaire de la direction sur le site en cours d'audit. Si cela n'a pas été déterminé avant l'arrivée, il est poli de pencher vers la formalité plutôt que l'informalité. Les auditeurs devraient toujours porter des chaussures sensées. Il est également judicieux d'informer le site qui fait l'objet d'un audit de toute exigence alimentaire inhabituelle. Un auditeur devrait posséder des compétences interpersonnelles bien développées. Il ou elle devrait être un bon communicateur et, en particulier, être un bon auditeur. Être l'objet d'un audit est souvent stressant pour le personnel avec lequel l'auditeur devra interagir, et la capacité à mettre les gens à l'aise est une qualité clé pour l'auditeur. Ils peuvent se sentir menacés ou avoir l'impression qu'on les ridiculise.
Peut-être qu'ils sont jugés injustement en tant qu'individus, même devenus des boucs émissaires sans aucune possibilité de répliquer. Il est donc important de gérer ses émotions avec soin et sensibilité. Rappelez-vous, le but de l'exercice est d'améliorer la qualité, pas de marquer des points contre l'opposition, ce qui signifie que l'auditeur doit rester ouvert d'esprit. Après tout, il existe souvent plus d'une façon de se conformer aux exigences, certaines peuvent être nouvelles pour l'auditeur. C'est une règle sûre à suivre qu'aucune nouvelle approche ne doit être écartée sur place en raison de son caractère inconnu. L'auditeur doit être bien préparé, avoir une connaissance et une compréhension de l'ensemble du tableau, et comment l'activité auditée contribue à la stratégie globale de son entreprise. L'auditeur doit connaître les normes auxquelles les activités sont auditées et être en mesure de clarifier toute ambiguïté qui pourrait survenir. Cela ne veut pas dire que chaque auditeur a ou doit avoir une compréhension complète de toutes les technologies de l'industrie ou de toutes celles utilisées par le fournisseur. C'est clairement impossible. Mais il ou elle devrait avoir une connaissance pratique et de l'expérience dans les disciplines qui font l'objet de l'audit. En particulier, l'auditeur devrait être capable de distinguer les sujets d'importance des conclusions moins significatives et donner un poids approprié à chacun. Si l'auditeur a une expertise ou une connaissance particulière, alors il ou elle devrait être disposé et prêt à la partager avec le personnel audité tant que cela n'est pas fait au détriment de celui qui voit l'audit comme une épreuve d'ego ou un défi pour atteindre un objectif personnel de chiffres ou de citations rapportables. Le bon auditeur ne chipote pas. Les audits peuvent être réalisés par une seule personne, mais de plus en plus, ils sont effectués par des équipes de personnes issues des parties ou départements intéressés par le résultat. Si l'approche d'équipe est adoptée, alors un auditeur principal devrait être nommé. L'auditeur principal est effectivement un chef de projet qui coordonne les activités de l'équipe, qui peut puiser ses membres dans certaines ou toutes les disciplines, et tous doivent être pleinement formés aux principes et pratiques de l'audit. Une équipe d'audit peut être composée de personnes issues de la production, des achats, de la gestion des matériaux, de la logistique, de l'ingénierie, de la chimie, de la microbiologie et de la validation. Partout où cela est possible, un auditeur doit être pleinement préparé et rigoureux. Il ou elle doit être objectif et raisonnable, doit poser des questions ouvertes, vérifier les réponses, et confirmer les non-conformités. L'auditeur doit tenir des registres précis. Comme nous l'avons dit plus tôt, soyez bien élevé et comprenez les problèmes personnels et interpersonnels de l'audit. Il y a certaines choses à éviter, comme mettre les gens dans l'embarras et les faire paraître stupides et incompétents. Vous ne devriez jamais nommer, honte ou blâmer. Vous ne devriez jamais trahir une confidence, sauter aux conclusions, ou utiliser des preuves de oui-dire. Enfin, un auditeur ne surprend jamais personne lors de la séance de révision finale. Le bon auditeur pose beaucoup de questions, telles que « Que faites-vous ? Est-ce la manière dont vous le faites habituellement ? Que se passe-t-il quand les choses ne se déroulent pas selon un plan ? Qui fait normalement cela ? Quand et comment avez-vous été formé pour le faire de cette manière ? Quand avez-vous été informé pour la dernière fois des développements, des améliorations ou des attentes réglementaires concernant la façon dont vous faites les choses ? Le succès de chaque entreprise, peu importe qu'elle soit banale ou sophistiquée, dépend de l'effort consacré à sa préparation, et l'audit de qualité n'est pas différent. La quantité précise de travail préparatoire dépend de la raison et de l'importance de l'audit. Cependant, les informations de base requises au préalable ne varient pas, à commencer par la connaissance des produits actuellement fabriqués par le fournisseur et leur similitude avec les exigences de l'entreprise de l'auditeur. Il est essentiel de connaître la structure de gestion du fournisseur, y compris le nombre d'employés et les relations de rapport des principaux membres du personnel et leur répartition parmi les diverses disciplines.
Il est utile d'avoir une connaissance pratique des autres entreprises et marchés approvisionnés par l'entreprise en cours d'audit. Et, bien sûr, connaissance du système de qualité actuellement en place. Et enfin, il est essentiel de connaître l'historique des audits passés et les réponses à ces audits. Un grand nombre de facteurs contribuent à la qualité finale d'un produit ou d'un service. C'est la responsabilité du fabricant ou du prestataire de service de s'assurer qu'ils sont pris en compte afin de garantir leur aptitude à l'usage prévu. Ceci est réalisé par l'adoption d'un système de qualité formel, qui est le nom générique donné à une approche structurée et coordonnée visant à définir tous les facteurs qui contribuent à la qualité du produit. Tous les systèmes de qualité reposent sur une séquence d'événements prédéterminés qui sont entièrement documentés naturellement en deux catégories. Commencer par des instructions qui décrivent ce qui doit être fait, suivi par des enregistrements de ce qui a été fait. Malheureusement, c'est la condition humaine qui veut que si la séquence d'événements n'est pas documentée précisément, alors la reproductibilité requise de ces événements, 100% précise à chaque fois, est peu probable de se produire. L'un des objectifs d'un audit est de déterminer si une approche systématique a été adoptée pour garantir la qualité. Il semble évident que toute entreprise souhaitant évoluer sur le marché des soins de santé doit fonctionner selon cette prémisse. Mais une rapide enquête révélera que ces dernières années, de nombreuses multinationales de renom, à la fois dans le secteur pharmaceutique et alimentaire, ont été réprimandées par la FDA pour de graves manquements à la qualité. Il existe une masse de documentation publiée sur le sujet des systèmes de qualité. Certaines, la famille de normes de systèmes de qualité ISO 9000, est générique et applicable à toutes les industries. D'autres, y compris la FDA, comme nous l'avons détaillé dans la première partie, se basent sur un processus d'inspection ou d'audit axé sur des systèmes de qualité définis. Le guide de l'UE sur les BPF pour les fabricants de produits pharmaceutiques et médicinaux est spécifique au secteur. Il fournit un système de qualité de facto entourant ces définitions des exigences obligatoires pour diverses activités spécifiques. Un tableau comparatif est illustré dans le guide qui accompagne ce programme multimédia. Un deuxième objectif de l'audit est de déterminer si et comment les activités auditées respectent les exigences réglementaires ou contractuelles. Certaines des exigences peuvent être spécifiées dans le contrat. D'autres peuvent être définies par référence à des normes techniques publiées ou à des codes de pratique. Certaines, généralement appelées normes nationales, sont élaborées et publiées par des organismes tels que l'ANSI, l'American National Standard Institute, ou son équivalent britannique, le BSI, le British Standard Institution. Il existe également des normes internationales dirigées par l'ISO, ou l'Organisation internationale de normalisation, composée de tous les organismes nationaux de normalisation. CEN, Comité de l'Union européenne, est l'organisation à laquelle tous les organismes nationaux de normalisation européens appartiennent également. Beaucoup, sinon la plupart, des normes modernes sont publiées avec des sections normatives, c'est-à-dire obligatoires, suivies de sections informatives conçues pour donner des conseils ou des orientations. L'importance des normes réside dans le fait que lorsqu'elles ont été adoptées par l'organisme national reconnu, elles sont susceptibles d'être obligatoires pour tous les projets gouvernementaux ou par le biais d'accords contractuels entre le vendeur et l'acheteur. Dans certains cas, il est illégal de commercialiser des produits qui ne respectent pas une norme spécifique dans la juridiction d'une organisation réglementaire. Les pharmacopieurs ont cette autorité pour certaines de leurs normes, mais beaucoup qui ne sont pas les chapitres généraux par le sceau. D'autres documents, y compris certaines normes, pratiques recommandées et guides émis par des sociétés professionnelles, sont des guides consultatifs non officiels sur le sujet et sont rarement rendus obligatoires. Gardez toujours à l'esprit, bien sûr, que ceux qui ont été convenus entre le vendeur et le client sont contractuellement contraignants et doivent être respectés. Certains pays ont adopté le GMP de l'OMS,
c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, comme le leur, et ils deviennent donc obligatoires dans ces pays. Lorsque l'OMS-GMP a adopté les normes ISO pour des questions particulières, elles sont également obligatoires dans ces pays. En ce qui concerne la réalisation d'un audit de qualité, il est évidemment essentiel de savoir quelles normes, le cas échéant, sont obligatoires pour les produits en question et lesquelles, volontaires ou obligatoires, l'entreprise que vous auditez suit réellement. Par exemple, depuis septembre 2001, la norme ISO 14644, salles blanches et environnement contrôlé associé, est la norme mondiale pour les salles blanches. C'est une vérité universelle que les performances et les résultats finaux de chaque projet, quelle que soit sa taille, bénéficient de la quantité de préparation qui a été investie initialement. Et nous insistons là-dessus à maintes reprises. Mais dans le contexte d'un audit de qualité, que voulons-nous dire par préparation? Eh bien, il est logique de rassembler autant d'informations factuelles que possible sur l'entreprise qui est auditée avant de se rendre sur place. Par exemple, quels produits sont actuellement en cours de fabrication? S'il s'agit d'un réaudit, de nouveaux produits ont-ils été introduits depuis le dernier audit ou des produits existants ont-ils été supprimés? Des zones ont-elles été construites depuis le dernier audit ou des anciens espaces ont-ils été fermés? Le nombre de personnes a-t-il changé? Y a-t-il eu des changements significatifs dans la gestion, en particulier dans le leadership de qualité? Y a-t-il des problèmes réglementaires connus? Et est-ce qu'une entreprise a repris une autre entreprise, ou a-t-elle été elle-même reprise? Il est également logique d'avoir un aperçu des principales technologies utilisées. Le remplissage des ampoules stériles n'utilise pas la même technologie que le moulage par injection de plastique, l'impression ou la compression de comprimés. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un auditeur soit au courant de toutes les technologies, mais il devrait essayer d'apprendre autant que possible, de préférence à partir de sources impartiales telles que des manuels ou Internet. Enfin, le dernier audit. Ici, il y a deux facteurs à peser l'un contre l'autre, la préconnaissance et les préjugés. Lorsqu'un auditeur visite un site pour la première fois, il ou elle peut entrer sur le site sans préjugés et innocemment. Ou, après avoir vérifié ce qui s'est passé précédemment, toujours impartial mais légèrement moins innocent. Lorsqu'un auditeur retourne sur un site pour la deuxième et la troisième fois, ses opinions sont susceptibles d'être influencées par ce qu'il ou elle a vu dans le passé. C'est une bonne pratique d'audit, et un auditeur vérifie le progrès documenté du plan d'action correctif pour le dernier audit. Mais sans entrer trop dans les détails. S'il n'y a pas de plan d'action correctif documenté depuis la dernière visite, il est possible que la faute ne repose pas sur l'entreprise auditée. Dans de tels cas, il est recommandé que l'auditeur demande une mise à jour sur le progrès à planifier dans l'agenda de l'audit sur site actuel. Pour que l'audit apporte un maximum de bien, il est nécessaire d'avoir un plan d'audit préétabli qui est communiqué et convenu à l'avance. Le plan d'audit devrait inclure l'ordre du jour proposé et la période prévue de l'audit. Le plan devrait inclure des termes de référence, qui devraient inclure soit l'objectif de l'audit, par exemple, pour améliorer un nouveau fournisseur ou pour évaluer la conformité avec les politiques de qualité d'entreprise, etc. La portée de l'audit doit être incluse, qu'il couvre l'installation complète, les crèmes et onguents, ou simplement l'entrepôt. Et, bien sûr, le cahier des charges devrait inclure une mention des normes selon lesquelles l'entreprise est auditée. Le plan d'audit devrait lister les membres de l'équipe et indiquer s'ils comptent travailler ensemble ou séparément. La direction de l'entreprise auditée peut bien aimer et a le droit de connaître les compétences et l'expertise des membres individuels de l'équipe d'audit. Si un membre de l'équipe est en formation, il est essentiel que l'entreprise faisant l'objet de l'audit accepte cela avant l'événement. Le plan d'audit devrait inclure un format ou un modèle pour rendre compte de l'audit, et si les citations doivent être classifiées, une définition des classifications. Le plan d'audit devrait inclure un délai dans lequel le rapport sera publié et identifier toutes les personnes à qui il sera diffusé.
Nous ne soutenons pas le concept d'audit surprise. Nous sommes convaincus que l'entreprise auditée doit être informée des dates proposées bien à l'avance afin qu'elle puisse organiser la disponibilité du personnel approprié pour soutenir l'audit. Si c'est un premier audit, il est préférable d'être légèrement prudent quant à l'ordre du jour préliminaire, car il pourrait être imprudent d'essayer de planifier les choses trop précisément jusqu'à ce qu'il y ait une connaissance pratique du rythme auquel les choses se passent dans une entreprise particulière. Ce qui est certain, c'est que toutes les entreprises faisant l'objet d'un audit veulent savoir s'il y aura une réunion d'ouverture. Et l'auditeur et ou l'équipe voudrait-il faire une visite de reconnaissance du site? Et si oui, sera-ce une visite sérieuse ou un aperçu rapide? Si c'est un audit répétitif, l'entreprise voudra certainement savoir si l'auditeur souhaite une présentation sur l'état du plan d'action correctif issu du dernier audit. Ils voudront savoir quelle documentation l'auditeur sait qu'elle sera nécessaire, ainsi que les plans d'étage et les schémas tels que le système d'eau. Cela ne devrait pas avoir besoin d'être dit, mais toute demande d'information documentaire à fournir avant l'audit doit être faite avec beaucoup de préavis, en respectant pleinement les règles de l'entreprise en matière de confidentialité et de contrôle des documents, le tout avec la plus grande courtoisie. Bien que deux auditeurs ne travaillent jamais de la même manière exacte, les audits suivent généralement un modèle général typique, commençant par une brève rencontre de courtoisie entre l'auditeur et la direction supérieure, puis une session d'ouverture formelle au cours de laquelle l'équipe d'audit se présente, tout comme les membres de l'équipe sur site qui ont l'opportunité de présenter un aperçu de leurs activités. Même les auditeurs les plus expérimentés sont conseillés d'utiliser certains moyens pour maintenir la discipline de l'audit afin d'éviter les distractions et de ne pas s'éparpiller. Les listes de contrôle sont un de ces mécanismes. Ils peuvent être un manuel complet. Il est préférable que chaque auditeur utilise une méthode avec laquelle il ou elle se sent à l'aise, et qui lui permet d'appliquer le même standard à chaque audit. Les auditeurs ou enquêteurs de la FDA sont formés pour prendre des notes qui pourraient devoir être soumises comme preuve devant un tribunal. Pour la plupart des auditeurs, c'est un peu plus que nécessaire, mais il est essentiel de prendre des notes précises. De nos jours, la plupart des auditeurs sont équipés d'un ordinateur portable, mais il est peu probable qu'ils puissent le trimballer dans une usine pendant la réalisation de l'audit. Bien sûr, la plupart des gens ont accès à des enregistreurs vocaux portables. Il est recommandé d'utiliser des ordinateurs portables à couverture rigide plutôt que des feuilles volantes sur un presse-papier qui ont tendance à s'éparpiller lors de moments cruciaux. Pour être utilisés plus tard dans le cadre du rapport, les références au numéro de lot, aux procédures, au code d'identification des pièces et du matériel, ainsi qu'aux dates, doivent toutes être transcrits avec précision dans le carnet de l'auditeur. La forme directe de progression naturelle consiste à suivre le flux de processus dès le début, en commençant par les matières premières, jusqu'à la fin ou la libération et l'expédition du produit. Le diagramme de flux pour cela a des requêtes intégrées qui commencent par comment les fournisseurs sont-ils approuvés et se poursuivent par tous les matériaux de départ sont-ils obtenus auprès de fournisseurs approuvés. Comment les matières premières sont-elles vérifiées à la réception? Le processus de fabrication est-il défini? Le processus de fabrication a-t-il été validé? Les événements clés de la fabrication sont-ils enregistrés? L'équipement de fabrication est-il entretenu et en bon état? L'instrumentation de mesure utilisée dans la fabrication et les tests est-elle correctement étalonnée? Le personnel a-t-il été formé et évalué dans sa capacité à accomplir le travail attendu de lui? Et, finalement, y a-t-il une procédure de libération appropriée? Certains manuels d'audit recommandent que cette approche de flux de processus puisse ou même doit être faite à l'envers. Et bien que cette approche inversée puisse être un test utile des systèmes de traçabilité, elle rend un audit général beaucoup plus difficile à entreprendre. Une autre approche consiste à commencer par interroger le plan maître de validation du site de l'entreprise et les sous-systèmes à partir desquels il a été créé. Par exemple, lors de l'audit d'une installation stérile, il est particulièrement utile de commencer par l'analyse du flux de matériaux, du flux de personnel et du flux d'air à travers l'installation, en s'occupant des mécanismes de contrôle de la contamination en place à chaque interface.
Bien sûr, le nombre réel d'approches qui pourraient être prises est pratiquement illimité. Au fur et à mesure que notre audit progresse du traitement des matériaux vers les zones de fabrication, nous reconnaissons une fois de plus qu'aucun processus ne sont identiques, ni même aucune installation ou produit. Cela peut poser des problèmes pour l'auditeur car un bon audit suit une structure, mais pas de manière si rigide qu'elle conduit à négliger des problèmes significatifs. Néanmoins, une approche structurée commence par le plan du site qui doit être audité. Il y a certaines choses qui sont pratiquement invisibles, comme les flux d'air, mais ils devraient être évidents à partir du plan. Demandez à votre hôte de vous expliquer les flux d'air, les matériaux et les flux de personnel. Pour pouvoir critiquer ceci, vous devez connaître et comprendre le processus, et cela remonte aux recherches que vous avez effectuées avant d'arriver sur place. Lorsque vous vous rendez sur place, regardez d'abord le personnel. Vous serez toujours accompagné, alors observez ce que font vos hôtes. Connaissent-ils les procédures correctes pour entrer dans l'installation? Qu'ils le fassent ou non, il devrait y avoir des directives dans les vestiaires. Tout le personnel est-il habillé dans les uniformes corrects et les porte-t-il correctement? Et demandez des exceptions. Les uniformes devraient être bien pensés. Par exemple, sont-ils là pour protéger le produit du personnel ou pour protéger le personnel et l'environnement du produit, ou les deux? Le prochain, locaux. Sont-ils propres et bien entretenus? Bien sûr, n'importe quelle installation aurait presque certainement été nettoyée spécialement pour un audit. Alors demandez-vous, le bâtiment a-t-il été aménagé en tenant compte de la facilité de nettoyage? Pour une raison quelconque, il y a toujours une différence visible entre un bâtiment qui est généralement très bien entretenu et un autre qui vient de recevoir un traitement spécial et a été nettoyé de manière exceptionnelle. Ensuite, l'installation est-elle propre? L'utilisation de couloirs pour stocker des équipements et des matériaux, des équipements supplémentaires dans les salles de fabrication, et d'autres aspects généraux de désordre reflètent sur la conception de l'installation et son utilisation. En dehors de cela, les considérations de gestion domestique se reflètent inévitablement sur le calibre de la gestion fonctionnelle et générale. Alors, êtes-vous parfaitement au courant de ce qui se passe dans chaque salle de fabrication? Avez-vous des doutes sur le fait que la production est en cours, ou si une pièce a été nettoyée et est prête pour la fabrication? Il y a beaucoup de combinaisons possibles, et chaque salle de fabrication doit se conformer au BPF et être clairement identifiée quant à ce qui s'y passe. Enfin, tout l'équipement de fabrication est-il en bon état? Y a-t-il de la corrosion? Y a-t-il des fuites? Dans un audit structuré, nous pouvons examiner les aspects significatifs de chaque processus particulier. Certains points d'entrée sont si couramment utilisés par les auditeurs qu'ils sont devenus des attentes routinières. Malgré leur fréquence d'utilisation, ils sont des points d'entrée précieux dans la réalité du système de qualité d'une entreprise et sont souvent très révélateurs. Voici quelques-uns d'entre eux, en commençant par les registres de l'eau. Généralement, l'auditeur demande 3 registres de l'eau, qui sont choisis au hasard ou intuitivement, et les examine en détail pour vérifier les dates et les signatures correctes, pour les erreurs de transcription, et que les séquences temporelles sont dans le bon ordre et réalistes, pour les écarts de rapport hors spécification et les erreurs de calcul. Les journaux de maintenance sont une autre voie fructueuse pour l'audit. Cela peut se présenter sous la forme d'une demande de registre de maintenance préventive effectuée sur certains éléments d'équipement. Si un joint ou un joint d'étanchéité a été remplacé, la demande peut être de vérifier les registres de stock du magasin. Il se peut que le système et les dossiers pour la maintenance réactive soient tout aussi révélateurs. Par exemple, à quelle fréquence un équipement nécessite-t-il une maintenance non planifiée? Cela peut être évident à partir du blog sur l'équipement. Mais quel était le délai entre la demande de maintenance et l'achèvement? Et puis il y a les rapports de test QC. Qui surveille les policiers? Les instruments sont-ils étalonnés? Nos données ont été calculées correctement, et la compatibilité du système et les systèmes de contrôle étant effectués et produisant les résultats attendus. Les échantillons sont-ils testés selon la spécification?
Certains auditeurs aiment tenir des réunions de synthèse quotidiennes lors desquelles ils inscrivent leurs observations à signaler prévues sur un tableau à feuille mobile ou un tableau blanc. Cela garantit que les observations sont complètement visibles dès qu'elles surviennent et que les membres de l'équipe sur site ont l'opportunité de clarifier toute incompréhension avant qu'elles ne s'incrustent dans le rapport final. Il devrait toujours y avoir une réunion de clôture finale lors de laquelle tous les éléments à signaler. Les résultats sont énumérés et expliqués. Les 3 facteurs importants lors du bilan final sont qu'il ne devrait y avoir aucune surprise lors de la réunion et, par conséquent, aucun débat ou désaccord public. Il ne devrait y avoir aucune surprise dans le rapport écrit et certainement aucun point supplémentaire qui n'a pas été évoqué lors du débriefing final. Il est essentiel que toutes les conclusions à signaler soient clairement expliquées. Et si les observations ont été classées, pourquoi elles ont été placées dans des classes particulières? Il devrait également être clair que, bien qu'ils aient été placés dans cette catégorie, l'audit n'est pas le lieu pour débattre de la nécessité ou de la valeur de certaines normes. Si les conclusions de l'audit conduisent à une décision d'approbation, de reprise ou de poursuite du plan d'action, ou si l'inverse est vrai, la réunion finale de clôture est un moment pour l'auditeur de faire ses recommandations. Il se peut que certaines organisations exigent que cette décision soit approuvée à un niveau supérieur, auquel cas il conviendrait de préciser que la confirmation suivra. Enfin, la réunion de clôture offre à l'auditeur l'opportunité de remercier publiquement les membres de l'équipe du site pour leur temps, leur coopération et leur aide. Rappelez-vous, la raison de réaliser l'audit est de déterminer que votre organisation et l'entreprise auditée peuvent travailler ensemble en harmonie à l'avenir. Un rapport écrit devrait être publié dès que possible après l'audit physique. Nous ne nous excusons pas de répéter qu'il ne devrait pas y avoir de surprise dans le rapport, et certainement pas de points supplémentaires qui n'ont pas été soulevés lors de la dernière réunion de bilan. Le rapport doit être basé sur un format ou un modèle standard, idéalement conçu avec de l'espace pour permettre au site audité d'entrer ses réponses et d'élaborer un plan d'action correctif basé sur le rapport lui-même. De nombreux rapports d'audit sont de simples listes d'observations ou de non-conformités, ce qui place la responsabilité entièrement sur l'entreprise auditée de deviner ce que l'auditeur aimerait voir comme réponse ou plan d'action correctif. Alternativement, l'auditeur peut recommander une action corrective appropriée. La valeur de cette approche est qu'elle aide l'entreprise auditée à minimiser les inconvénients. Le désavantage des recommandations est que l'entreprise auditée peut les voir comme la seule voie acceptable à suivre. Tandis que, en comprenant intimement leur propre méthode, ils pourraient, avec le temps, développer de meilleures solutions. Les rapports d'audit peuvent également classer les résultats, une forme de laquelle divise les résultats en observations critiques, majeures et mineures. Une constatation critique est celle que l'auteur conclut qui pourrait probablement être dommageable pour le patient ou pour l'engagement de son entreprise envers l'agent régulateur. Une découverte vraiment critique devrait conduire à l'arrêt immédiat de toute fabrication et non à celle qui pourrait causer du tort au patient. Un objectif mais pas un qui conduirait à nuire au patient. Un exemple de cela serait l'absence d'une procédure de rappel documentée. Dans ce cas, et en l'absence de besoin de rappel, cela ne devrait pas entraîner l'arrêt de la fabrication ou de la distribution. Une observation mineure serait quelque chose comme une signature manquante sur un document clé, une procédure opérationnelle standard, SOP, obsolète, ou quelque chose de similaire. Un nombre significatif de petites observations pourrait conduire à les regrouper ensemble comme une découverte majeure. Un autre type de classification répertorie toutes les découvertes comme des observations. Ces éléments d'importance sont identifiés comme des préoccupations clés. Encore une fois, il existe diverses approches pour déterminer ce qui constitue une préoccupation clé, et une découverte critique, comme défini il y a quelques instants, serait une préoccupation clé.
Aucune des conclusions mineures, telles que définies précédemment, ne serait une préoccupation majeure. Mais certaines des principales découvertes pourraient être classifiées ou non. Une règle générale avant d'identifier les principales conclusions qui pourraient être classifiées comme préoccupations clés est tout ce qui nécessite un capital non budgétisé pour le corriger. Cela comprendrait également tout ce qui nécessite une augmentation du personnel et, certainement, tout ce qui nécessite l'intervention de la direction pour résoudre le problème, disons, à l'interface des responsabilités entre deux chefs de service intermédiaires. Enfin, il est important de comprendre qu'un audit ne se termine pas lorsque le rapport est publié. Cela s'applique aussi bien aux auditeurs qu'à l'entreprise en cours d'audit. Le rapport d'audit ne peut avoir que deux issues possibles, soit tout est parfaitement satisfaisant et aucune action supplémentaire n'est requise ou, plus probablement, des améliorations sont nécessaires. L'auditeur principal est responsable de s'assurer qu'un plan d'action correctif est préparé et que, par la suite, les éléments de ce plan qui nécessitent une attention sont mis en œuvre. La qualité d'un médicament ou d'un dispositif médical est directement associée à son efficacité et à sa sécurité. Le but des agences réglementaires comme la FDA et l'EMEA est de déterminer si ces attributs ont été atteints. Il est pratiquement impossible pour le patient de juger. A-t-elle, par exemple, été réalisée avec la bonne formulation? Est-ce que cela a été décontaminé? La question ultime est, ce produit doit-il être soumis à des contrôles et des équilibres au sein de l'industrie pour garantir que tout se passe comme prévu? La définition simple de la qualité est qu'elle doit être parfaitement adaptée à son objectif prévu. L'industrie dépend des systèmes de qualité et un système bien géré offre un haut niveau d'assurance que le produit sera conforme à sa spécification. Les systèmes de qualité ne sont pas uniquement utilisés pour produire le bon produit. Ils apportent également des avantages économiques positifs aux fabricants en réduisant les erreurs et le gaspillage. C'est pourquoi l'audit est perçu comme un moyen d'ajouter de la valeur. Le but d'un audit est d'examiner systématiquement le groupe d'activités qui constituent ensemble le processus de fabrication. Lorsqu'un client audite un fournisseur, on l'appelle souvent un audit de fournisseur. C'est une vérification physique de l'efficacité avec laquelle le produit, une fois livré, respectera l'exigence ou la spécification. Le programme d'audit continu devrait conduire à une amélioration des performances, car il peut évaluer l'efficacité du système de qualité. Un auditeur doit posséder des compétences interpersonnelles bien développées et rester ouvert d'esprit en tout temps. Tous les systèmes de qualité reposent sur une séquence d'événements prédéterminés et entièrement documentés, dont le premier catégorise les instructions sur ce qui doit être fait, suivi par des registres de ce qui a été fait. Toute entreprise souhaitant faire du commerce sur le marché des soins de santé doit mettre en place un tel système de qualité. Et l'objectif principal d'un audit est de découvrir s'ils le font. Un objectif secondaire est de découvrir si et comment les activités auditées respectent les exigences réglementaires ou contractuelles.
L'importance des normes réside dans le fait que lorsqu'elles ont été adoptées par l'organisme national reconnu, elles sont susceptibles d'être obligatoires pour tous les projets gouvernementaux et exigées par des accords contractuels entre le vendeur et l'acheteur. Tous les projets bénéficient de la quantité de préparation investie en eux. Et l'audit de qualité ne fait certainement pas exception. Un auditeur de qualité devrait être préparé avec des informations de base qui incluent des éléments tels que les produits actuellement en cours de fabrication. De nouveaux produits ont-ils été introduits depuis le dernier audit? Des zones ont-elles été construites depuis le dernier audit? Le nombre de personnes a-t-il changé? Lorsqu'un auditeur visite un site pour la première fois, il ou elle peut être totalement impartial. Mais la deuxième fois, il ou elle est toujours impartial, mais légèrement moins innocent. C'est une bonne pratique d'audit de vérifier la progression documentée des actions correctives suite au dernier audit. Ou si aucun plan n'est disponible, vérifiez pourquoi. De plus, ayez un plan d'audit préétabli qui est précommuniqué et convenu. Il devrait inclure l'ordre du jour et la durée prévue de l'audit, et établir clairement l'objectif de l'audit et les termes de référence. Votre audit devrait commencer par une courte réunion de courtoisie entre l'auditeur et la direction générale. Une méthode de prise de notes lorsqu'un cahier ou une machine d'enregistrement est nécessaire. Il est simple pour l'audit de suivre le flux de processus du début à la fin, couvrant tous les aspects, y compris la documentation, la vérification des matériaux pendant le transit, le processus de fabrication et sa validation, jusqu'au contrôle des stocks des produits finis. Aucun audit n'est identique, mais en principe, il devrait couvrir comment les personnes sont habillées et se comportent, les normes et l'entretien des locaux et des équipements, le nettoyage, ainsi que les méthodes et systèmes de fabrication réels. À la fin, organisez une réunion de débriefing durant laquelle vous discuterez des résultats avec le fournisseur afin qu'il n'y ait pas de surprise dans votre rapport. Le rapport écrit doit être publié dès que possible après l'audit. De nombreux rapports d'audit sont simplement des listes d'observations. En alternative, l'auditeur peut recommander des actions correctives appropriées. Les rapports d'audit peuvent également classer les résultats en, par exemple, observations majeures ou mineures. Enfin, il est important qu'un audit ne se termine pas lorsque le rapport est publié, tant pour l'auditeur que pour l'entreprise auditée. Le rapport d'audit ne peut avoir qu'un des deux résultats possibles. Soit que tout est parfaitement satisfaisant et qu'aucune action supplémentaire n'est nécessaire, soit, plus probablement, que des améliorations sont nécessaires. L'auditeur principal est responsable de garantir qu'un plan correctif est mis en place et que ses recommandations sont suivies.